La stabilité ne suffit pas. Ah. Voilà. Il incarne non seulement une stabilité, mais il incarne aussi une vision. Voilà. Et c'est cette vision qui regroupe aujourd'hui le maximum des Congolais à chaque fois que nous partons à un scrutin. Mais que répondez-vous à ceux qui disent qu'il incarne plutôt la stabilité d'un camp plutôt que d'un pays? Je ne pense pas que on puisse être un camp avec plus d'1,8 million d'électeurs, ou bien plus de 2 millions d'électeurs qui élisent à chaque fois Denis Sassou Nguesso. Bonsoir à tous. Notre invité ce soir est Dean Elvis Okombi-Salissa, ancien ministre, coordonnateur de Génération Auto-Entrepreneur, président de l'Union pour un mouvement populaire. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Où en sommes-nous aujourd'hui au niveau de vos activités de la GAE? Moi, je crois que la Génération Auto-Entrepreneur, qui a été lancée depuis pratiquement une année, fait son chemin. Après pratiquement plus de 13 mois d'activité, nous avons pu former et insérer aujourd'hui près de 12 000 jeunes voilà, qui sont aujourd'hui en activité. Maintenant, je pense que nous sommes en train de travailler avec tous nos structures sur le terrain dans une nouvelle campagne que nous avons appelée la vague bleue, qui est la vague de l'espoir, voilà, pour préparer la présidentielle, évidemment avec le mouvement Le Patriarche. C'est pour cela que déjà, toujours avec la Génération Auto-Entrepreneur, dans quelques jours, nous allons lancer ce que nous appelons un plaidoyer pour un mandat qui sera le mandat de l'entrepreneuriat. Voilà. Parce que nous voulons que pendant ce mandat, que toutes les politiques publiques puissent être mises en œuvre de façon que nous puissions renforcer le travail de création des entreprises, d'accompagnement des jeunes dans ce domaine-là. La dernière initiative de la GAE, c'est le Patriarche. Déjà, pourquoi le Patriarche? Mais parce que le Patriarche est un point de convergence. C'est le résultat de plusieurs discussions que nous avons eues avec les acteurs politiques, tant de la majorité, de l'opposition et de la société civile. Et nous sommes arrivés à la conclusion de se dire que, au-delà d'être un président de la République, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, de par sa posture, par sa position aujourd'hui, est devenu le point de convergence de toute une génération. Voilà. Que l'on soit de l'opposition, de la majorité, que l'on soit de la diaspora, on reconnaît que Denis Sassou Nguesso a beaucoup fait. Voilà, c'est pour cela que selon les traditions africaines, nous pensons qu'il a maintenant le rôle de patriarche. Le patriarche, c'est celui-là qui est comme l'arbre au milieu du village, celui qui rassemble, celui qui conseille, celui qui oriente. Et c'est ça que nous sommes convenus pour que nous puissions mener, établir Denis Sassou dans ce rôle de patriarche. Et comment cette initiative est accueillie sur le terrain? Très bien. La preuve, aujourd'hui, à chaque fois que nous nous déplaçons, voilà, que ce soit avec le patriarche lui-même ou bien seul, vous voyez ces milliers de jeunes, ces milliers de Congolais, ces milliers de femmes qui se déplacent pour vouloir acclamer, pour pouvoir dire merci. Merci au patriarche pour tout ce qu'il fait pour le pays, mais merci aussi de tout ce que la Génération Auto-Entrepreneur fait. Aujourd'hui, en termes d'accompagnement des jeunes, en termes d'accompagnement des femmes, en termes de formation et en termes de création d'emplois et de richesses dans le pays. Vous avez parlé d'opposition. Quelle opposition vous accompagne dans cette initiative? Accompagner, non, mais je pense que nous gardons les portes ouvertes et puis nous créons toujours des conditions de travail et de discussion. De façon qu'ensemble, dans le cadre de ce que nous faisons aujourd'hui, vous savez, il n'y a pas un chômeur de la majorité, ni encore un chômeur de l'opposition. Voilà. Lorsqu'on est chômeur, c'est qu'on est chômeur. Donc des jeunes qui partagent ou pas les avis que nous avons, mais lorsqu'il s'agit de travailler ensemble dans le cadre de la Génération d'entrepreneurs, nous avons des gens qui viennent de partout. Et donc vous appelez clairement à une nouvelle candidature du président Denis Sassou Nguesso. Je vous dirais à quoi servirait une nouvelle candidature quand on sait tout ce qu'il a déjà fait avec son titre déjà de patriarche? Non, mais je pense que le Congo est un pays en construction. Voilà. Beaucoup de choses ont été faites. Il reste aussi beaucoup de choses à faire. C'est pour ça que lorsque nous voyons les candidatures qui se déclarent aujourd'hui, nous pensons que Denis Sassou Nguesso, dans le patriarche, c'est peut-être le meilleur des candidats. Mais certains vous disent, mais quel est le sens d'une nouvelle candidature après autant d'années d'exercice de pouvoir? Mais parce que, comme je viens de dire, la construction est une dynamique. Ça ne s'arrête pas de construire. Voilà. Aujourd'hui, la Constitution permet à Denis Sassou Nguesso d'être candidat et nous pensons qu'au stade actuel de l'évolution de notre démocratie et des candidatures qui se déclarent,
nous pensons que c'est le meilleur candidat. Et c'est pour cela que nous pensons que nous allons continuer à cette marche vers le développement que nous avons commencé avec Denis Sassou Nguesso depuis un certain nombre d'années. On entend souvent qu'il incarne, il faut qu'il se présente parce qu'il incarne la stabilité. Vous croyez aussi en cet argument? Mais pas seulement la stabilité. La stabilité ne suffit pas. Ah. Voilà. Il incarne non seulement une stabilité, mais il incarne aussi une vision. Voilà. Et c'est cette vision qui regroupe aujourd'hui le maximum des Congolais à chaque fois que nous partons à un scrutin. Mais que répondez-vous à ceux qui disent qu'il incarne plutôt la stabilité d'un camp plutôt que d'un pays? Je ne pense pas qu'on puisse être un camp avec plus d'1,8 million d'électeurs, ou bien plus de 2 millions d'électeurs qui élisent à chaque fois Denis Sassou Nguesso. C'est parce qu'il arrive à rassembler au-delà de son propre camp, c'est parce qu'il arrive à rassembler le maximum des Congolais, qu'ils soient de l'intérieur de la diaspora, qu'il est capable aujourd'hui d'être président de la République. Donc je pense que, bon, nous sommes en démocratie, chacun peut dire ce qu'il veut, mais ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, Denis Sassou Nguesso inspire beaucoup de confiance. Voilà. La confiance, le fait qu'aujourd'hui les Congolais se disent qu'avec ce président-là, nous ne faisons pas un saut de l'inconnu. Nous savons ce qu'il est capable de faire, nous connaissons sa vision et c'est pour cela que les Congolais sont prêts à l'accompagner une fois de plus. Est-ce que le sujet de sa succession est un tabou dans votre pays? Bon, je ne pense pas. Aucun sujet ne sera tabou. Mais une fois que le débat sera sur la table, je suis sûr que le débat se fera. Quelles sont les prochaines activités prévues par l'initiative des patriarches? Déjà, nous allons lancer, comme je disais tout à l'heure, un grand plaidoyer, voilà, avec un certain nombre de structures, les patronats et des associations qui œuvrent dans le domaine de l'entrepreneuriat. Nous allons lancer ce que nous appelons le plaidoyer. Parce que pour nous, nous pensons qu'à quelques années du lancement de la ZLECAf, il est important que le Congo ne puisse pas rater ce rendez-vous. Et pour cela, il est important qu'il y ait des politiques publiques sur les 5 ans à venir soient menées pour pouvoir renforcer aujourd'hui tout le travail qui se fait en matière de création d'emplois, de création d'entreprises, de mobilisation des finances, pour pouvoir que nous puissions créer un cadre de développement des entreprises qui puisse faire que le Congo puisse être très compétitif. L'actualité chez vous aussi, c'est aussi le dernier discours sur l'état de la nation du chef de l'État. Comment vous l'avez trouvé? Très constant. Voilà, très constant. Je crois que le président a fait... déjà, il faut souligner que c'est le dernier discours du quinquennat. Justement. Donc, il a pu faire un bilan global pratiquement, mais aussi il a donné des orientations. Je parlais tout à l'heure de la question de l'entrepreneuriat. Voilà, pour nous qui sommes génération auto-entrepreneurs, nous étions très ravis de constater que le président a donné une orientation claire pour dire que l'avenir dans la construction, de la création d'emplois des jeunes ne se fera pas seulement de la fonction publique, ni territoriale, ni la fonction publique générale, mais ça fera aussi par l'entrepreneuriat et l'auto-entrepreneuriat. Mais l'opposition considère que c'est un discours quasiment déconnecté, surtout sur la question des jeunes. C'est pas le même constat. Là. On a l'impression qu'il y a deux Congos finalement. Un Congo où il y a des jeunes qui vont bien, il y a d'autres qui sont un peu laissés au bord de la route. Non, je crois que nous disons toujours que, vous savez... c'est la mauvaise foi à votre avis? Non, pas du tout. Je pense qu'on réagit souvent par posture. Voilà. Soit on est sur le soutien inconditionnel ou on est sur l'opposition systématique. Voilà, l'opposition systématique, c'est tel que vous avez dit, parce que le président s'est exprimé et qu'on a le statut d'opposant, on doit systématiquement dire que ce n'est pas bien. Mais je pense que les cadres qui veulent construire un pays, on devait être dans la synthèse, on devait être dans une posture de dire quand c'est bien, on peut dire que c'est bien. Quand c'est pas bien, on peut justement dire que c'est pas bien. Mais dans le cas d'espèce, je pense que c'était un très bon discours où a pu faire un bilan, voilà, sans triomphalisme. Voilà, avec beaucoup de modestie, en reconnaissant évidemment que nous avons eu des écueils, en reconnaissant que tout n'a pas été fait, et des orientations qui ont été données, et il y a aussi des choses qui ont été faites. Je pense que c'est des très bonnes choses. Aujourd'hui, par exemple, les populations du département de l'Alekoumou viennent d'avoir leur hôpital général qui a été inauguré. Voilà. Et malgré la crise économique que le pays a subie, le département de la Sangha vient d'avoir encore un autre hôpital général. Voilà. Donc il y a des choses comme ça qui se font dans le pays. Ceux qui iront se soigner là-bas, ce ne sera pas seulement ceux de la majorité, c'est les Congolais. Ça, je pense que dans un discours, il faut être capable de soulever ce genre de choses pour dire il y a des choses qui ont été faites et il y a des choses qui restent à faire. Et le président a réaffirmé dans son discours son engagement à poursuivre sans merci la lutte contre les bébés noirs. Comment avez-vous accueilli cette déclaration?
Je pense que pour les plus heureux dans ce discours, ce sont les Congolais qui ont vécu et qui vivent au quotidien la menace qui commençait à représenter ces bandes de jeunes qui passaient leur temps à brutaliser, à faire du mal aux populations. C'est pas nouveau, hein, je précise. Mais ce n'est pas seulement au Congo, c'est un phénomène qui existe Oui, partout chez au votre Congo. voisin aussi. Mais le seul problème, c'est qu'aujourd'hui au Congo, il y a une ligne de démarcation qui a été prise. Voilà, et qu'on voit que les pouvoirs publics prennent le sujet très au sérieux et qu'aujourd'hui, il y a les forces publiques qui se mettent sur le terrain pour combattre le phénomène. Je pense que le plus heureux sont les populations. Des voix s'élèvent dans votre pays comme dans la diaspora pour dénoncer un climat de terreur. C'est un peu excessif. La terreur, c'est de se retrouver un soir face au bébé noir, voilà, qui pouvait assassiner. Voilà. Il y a de cela 2 mois, je pense qu'on a vu une femme enceinte être assassinée alors qu'avec son mari, il partait à la maternité. Ça a été tragique de voir ce genre de choses. Il y a de cela encore, je crois, 1 mois, on a vu un opérateur économique, père de famille, être assassiné dans sa maison. Voilà. Alors que ce monsieur, je pense qu'après avoir passé toute une journée de travail, ne rêvait que de passer une bonne soirée chez lui. Voilà, c'est ça la terreur. Mais lorsqu'un État prend en charge une question comme la délinquance juvénile et pour dire que nous allons régler le problème, il faut dire encore qu'au-delà du règlement de la répression vis-à-vis de cette catégorie de jeunes, il y a aussi toute la politique publique et toutes les politiques publiques qui sont mises en place pour prendre en charge ces jeunes. Mais à l'heure actuelle, c'est plus la répression. Hein. Mais pas du tout. Je pense que le lancement... Il y a une mesure, ah ouais, il y a une mesure qui arrive. Oui, non, pas seulement une mesure. Je pense qu'aujourd'hui, Parce que les vidéos qu'on voit, enfin, la répression se fait souvent sans cadre juridique, j'ai envie de dire. Il n'y a pas eu de procès. Non, je pense qu'il faut déjà que... Dites-nous. Il faut déjà que je dise que pour avancer dans ce que je disais, il y a aujourd'hui l'école d'Aubeville qui est presque finie. Okay. Voilà. C'est une école qui a été construite, un centre, où les jeunes en question pourront être pris et envoyés dans ces écoles-là pour une prise en charge, pour une formation, de façon que nous puissions ne pas seulement se positionner sur la répression. Voilà. Quand vous parlez du cadre légal, non, il ne faut pas donner l'impression que c'est une anarchie. Non, nous sommes un État avec des textes, des lois, voilà, des règlements. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui se fait, c'est dans le cadre des pouvoirs de la force publique, de pouvoir lutter contre le grand banditisme. À ma connaissance, en fait, aucun rapport n'a été fait. On n'a pas vu des jeunes présentés devant des tribunaux, ni le bilan de cette opération. Non, je pense qu'il faut déjà aller à la maison d'arrêt de Brazzaville. Parce que vous nourrissez un peu le récit de l'opposition qui parle effectivement d'un climat de terreur hein, lorsqu'on voit des exécutions en pleine rue. Non, je crois qu'il faut déjà que vous allez à la maison d'arrêt de Brazzaville pour voir que les jeunes sont arrêtés. Voilà, des enquêtes sont menées, des poursuites sont engagées. Voilà. Maintenant, à côté de ça, il y a des jeunes, pour certains, qui ont fui les maisons d'arrêt. Il y a ceux qui sont dans les quartiers, qui sont identifiés et connus comme étant des bébés noirs. Voilà, en ce moment-là, ce sont des populations qui dénoncent. Et la force publique arrive et les prennent et les mettent au niveau des commissariats et pour que la procédure se suive. Est-ce qu'on pourra éradiquer ce phénomène un jour? Éradiquer, non. Mais je pense qu'il faut lutter âprement de façon que nous puissions réduire le phénomène. Mais déjà, je pense que c'est l'orientation qui a été donnée. En dehors du côté répressif, voilà, mais il y a aussi la prise en charge qui a commencé, où il faut prendre ces jeunes-là, il faut les former, il faut lutter contre le décrochage scolaire déjà. Il faut renforcer la cellule familiale de façon que les parents puissent prendre en charge les enfants en bas âge. Voilà. Il faut qu'il y ait les services sociaux qui puissent travailler, parce que déjà dans la dynamique de radicalisation, ce sont des structures comme les services sociaux qui peuvent déjà se sonner l'alerte pour dire attention, il y a des décrochage à tel niveau, attention, il y a un enfant qui se comporte comme ça. Je pense que tout ce dispositif-là se met en place déjà. Maintenant, il faut que tout le monde se mette au travail. C'est un sujet que vous prenez à cœur au niveau de GAE? C'est même l'objet même de la création de la génération d'entrepreneurs, parce que pour nous, la prise en charge de la problématique jeune est une ambition. Parce que dans un pays où vous avez près de 76% de la population qui est jeune, ne pas trouver de solution, ne pas en faire une priorité, je pense que ça serait une erreur. Monsieur le ministre, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à Moustapha Kanté à la réalisation. Bonne suite de programme sur les antennes de Global Africa Télé Sud.